Corps, corps, corps à corps. La COP 28, 28e de ce nom, se clôture donc aujourd'hui. Elle avait lieu à Dubaï, vous savez, on en avait déjà parlé, la capitale des Émirats Arabes Unis, le désert où il y a des stations de ski. Elle avait accueilli depuis vendredi 1er décembre plus de 140 chefs d'État qui sont venus se succéder à la tribune pour annoncer comment ils comptaient bien rehausser leur ambition climatique afin d'arriver à la limiter à 2 degrés au maximum, la hausse des températures d'ici la fin du siècle. Alors aux dernières nouvelles, les grandes promesses et les grandes pressions pour une suppression progressive des recours aux énergies fossiles, voulu notamment par les pays occidentaux. Puis je vous rappelle le discours d'Emmanuel Macron pour sortir les pays du G7 du charbon notamment. Eh bien, tout ça n'a pas été validé par les pays de l'OPEP. Le nouveau projet d'accord de la COP28 qui a été publié hier par la présidence des Émirats Arabes Unis propose diverses options mais ne fait pas référence à cette élimination progressive de tous les combustibles fossiles. Alors, au lieu de ça, il énumère 8 mesures que les pays pourraient utiliser, un conditionnel, pour réduire les émissions, notamment, je cite, réduire la consommation et la production de combustibles fossiles d'une manière juste, ordonnée et équitable afin d'atteindre l'objectif zéro d'ici à 2050 et autour de cette date. Alors nous, on va parler évidemment de ce bilan. Quel bilan de la COP28 ou quel non-bilan de la COP28 et puis quel bilan des COP en général? À quoi servent-elles vraiment? Quels sont les véritables enjeux des COP et les véritables enjeux climatiques? Voilà, toutes les questions qui vont se poser avec mes deux invités que je suis très heureuse de recevoir, François Gervais et Bertrand Alliot. Bonjour François Gervais. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes physicien, professeur émérite à l'Université de Tours, directeur d'un laboratoire du CNRS et puis auteur de ce livre, enfin ce dernier ouvrage qu'on va citer, Le déraisonnement climatique aux éditions L'Artilleur. Et nous sommes avec Bertrand Alliot. Bonjour Bertrand Alliot. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous ce matin également, porte-parole d'Action Écologie et auteur de Une histoire naturelle de l'homme aux éditions L'Artilleur également. Alors, pour commencer, commençons par ce bilan de cette COP28 tout simplement. Quel bilan finalement? On a l'impression que beaucoup de bruit, beaucoup de discussions pour arriver à un truc qui finalement un conditionnel qui ne sera pas très coercitif. François Gervais, qu'en pensez-vous? Je pense que la concentration de CO2 dans l'atmosphère va continuer à augmenter de 2 millionièmes par an en moyenne, comme elle le fait actuellement. C'est pas ça qui va changer grand-chose, pour une bonne raison. C'est que qui sont les principaux émetteurs? C'est pas la France, c'est pas l'Europe. La France, c'est 1% des émissions. L'Europe, c'est même pas 10% des émissions. En revanche, la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie, à eux quatre, représentent 60% des émissions. Ça m'étonnerait que ces pays, alors les États-Unis sont redevenus premier producteur mondial de pétrole, donc je ne vois pas pourquoi ils se suicideraient économiquement. La Russie, vous croyez vraiment qu'on va les influencer? Non. Quant à l'Inde et à la Chine, la Chine, qui consomme la moitié du charbon mondial, va continuer, comme l'Inde, à l'utiliser pour faire de l'électricité et améliorer le sort de leur population respective, bien sûr. Et puis, comme là, vous parlez de la Russie, de l'Inde, les Américains, la Chine, mais il y a également tous les pays de l'OPEP qui, eux, n'ont évidemment aucun intérêt à se restreindre sur la vente du pétrole. Ce serait du suicide, nous sommes d'accord. Oui. Donc, mais finalement, c'est ça ma première question. Je me tourne vers vous, Bertrand Alliot. Cette COP 28, mais ces COP en général, riment-elles vraiment à quelque chose? Nous avons des intérêts complètement divergents qui ne peuvent pas s'accorder aujourd'hui. Emmanuel Macron qui dit qu'il faut arrêter avec le charbon, il faut arrêter avec les énergies combustibles. Et puis d'un autre côté, il y a des pays qui en vivent complètement. Comment peuvent-ils s'en débarrasser? C'est impossible. Oui, effectivement, on en est là. Les COP, depuis qu'elles existent, ne servent pas à grand-chose, puisque si on regarde les indicateurs de performance, eh bien, ils sont nuls. Oui. Ils ont toujours été nuls et je pense, comme François Gervais le dit,
ne vont rien donner. Il ne faut pas rêver, puisque le monde entier utilise des énergies fossiles. 80% des énergies, ce sont des énergies fossiles. Donc, il est impossible de s'en passer, en tout cas dans des délais raisonnables. Hmm. Donc, on va continuer à les utiliser pour continuer à supporter notre développement. Par contre, ça a un impact quand même, ce genre d'événement, sur les politiques publiques menées par certains États, dont les États européens, qui renforcent leur législation pour pouvoir atteindre la neutralité carbone. Oui. Et ça a des effets, j'allais dire quasiment nuls sur les émissions, mais très importants socialement, Sur l'économie, économiquement, oui. et même, et c'est là où est le scandale, et même environnementalement parlant. Alors Parce que expliquez-nous. Oui. voilà. Et oui, parce que les politiques menées au nom du climat, par exemple, ce sont le développement des énergies renouvelables intermittentes, que sont les éoliennes, par exemple, et les panneaux solaires. C'est aussi le développement de la voiture électrique. En fait, tout ça provoque des problèmes environnementaux très importants. Et quand je parle d'environnement, je ne parle pas de CO2. Parce que si vous voulez, les États du monde et nos responsables politiques sont devenus des monomaniaques du CO2. Il n'y a plus que ça qui existe. Et effectivement, ils en oublient tout le reste. Hmm. Aujourd'hui, il y a des gros problèmes, par exemple, de qualité de l'eau Oui, à Mayotte, par tout exemple. à fait. Oui. On aurait besoin de comment dire, un pourcentage assez faible, finalement, de l'argent qui est dépensé pour diminuer les émissions de CO2. Eh bien, il faudrait engager, parce que là, on serait sûr d'avoir des résultats. Voyez. Et sur le reste, malheureusement, eh bien, on est sûr de ne pas en obtenir, parce que malheureusement, on est assez peu responsable, effectivement, des émissions globales. Ouais, mais vous avez raison de parler de l'eau parce que, enfin, moi, il y a deux sujets. Par exemple, si on veut parler d'écologie, de réelle écologie, on peut parler du plastique, par exemple. Mais je crois qu'on a un sujet sur le plastique. Je suis pas sûre qu'on soit d'accord, mais je pense qu'on peut quand même faire attention à diminuer notre consommation de plastique. Et vous dites l'eau pour Mayotte, évidemment, qui est en crise en ce moment, crise de l'eau. Mais même, nous savons, des études sont publiées pour expliquer que la qualité de l'eau se dégrade en France, en Hexagone, je veux dire. Donc, ça pose de véritables questions qui, elles, ne sont absolument pas mises en avant par le gouvernement ou par ses COP, alors que ce sont des questions concrètes et cette eau, nous la buvons tous les jours. Donc, de vraies questions, et c'est là où on se demande, et je voudrais commencer par là avant d'aborder les autres questions. Finalement, ces COP, vous l'avez dit, ça n'a rien changé, ça ne change rien à chaque fois, même ça ne fait qu'empirer presque les choses. Mais alors, à quoi sert-elle vraiment ? Pourquoi fait-on ces COP ? Y a-t-il un intérêt derrière, peut-être économique pour des grandes industries, je ne sais pas, de l'éolien ou autre ? On sait que BlackRock, par exemple, a proposé, avec les Émirats arabes unis, de participer à lancer un fonds privé dédié aux solutions climat. Donc ce serait pour créer une finance du climat plus juste. Et là, on voit évidemment les fonds, les gros fonds privés comme BlackRock et Brookfield. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est que des intérêts privés et financiers qui sont derrière et qui font du lobbying dans ce sens-là ? Bertrand Alliot, pour commencer. Écoutez, sur les raisons pour lesquelles on arrive dans ces exagérations, je ne saurais pas trop répondre. C'est difficile de répondre. En tout cas, moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui est d'un ordre irrationnel, qui est lié à une peur cataclysmique, mais comme il y en a toujours eu dans le monde de l'écologie. Oui. Ce qui est fascinant, là, c'est que le monde de l'écologie, finalement, déborde et sur tous les... si vous voulez, dans le monde entier. Et donc... il y a comme ça, après, sur ce phénomène un peu irrationnel, se greffent des intérêts particuliers, des intérêts privés. Et donc, effectivement, ça devient des histoires de gros sous pour certains, si vous voulez. Et donc, certains tirent certaines ficelles parce qu'ils ont intérêt. Donc, le jeu est biaisé, notamment à cause, effectivement, de l'argent qu'il y a. Après, est-ce qu'il y a un grand projet mondial ? Moi, je crois que sur ces questions-là, il faudrait se calmer un peu et pas voir toujours... non, mais je parlais pas de grand projet mondial, je parlais des... d'intérêt privé plutôt. Oui, non, effectivement, il y a des intérêts privés, ça c'est évident. François Gervais, comment expliquez-vous finalement la continuité de l'existence de ces COP qui ne mènent absolument à rien
du point de vue de la défense de l'écologie. Est-ce qu'il y a un lobbying? Est-ce que, à part l'autodestruction de l'Occident, comme on l'a souligné, comment on peut expliquer? Il faudrait leur poser la question aux organisateurs, ils ont peut-être des réponses. Moi, en tant que physicien, je n'ai pas de réponse à cette question-là. Simplement, tout à l'heure, Bertrand Alliot a parlé de différentes conséquences économiques. Prenons l'exemple d'une voiture, un moteur thermique, qui émet 100 grammes de CO2 km. En reprenant les chiffres du GIEC, dont j'étais expert reviewer pour le rapport R5 et le rapport R6, je dis bien en reprenant les chiffres du GIEC, je vais rester politiquement correct, n'est-ce pas? Eh bien, si on considère 1 million de véhicules à moteur thermique qui émettent chacun 100 grammes de CO2 au kilomètre et qui chacun parcourt 100 000 kilomètres, ils vont réchauffer la Terre de 2 millionièmes de degrés. Donc on est très très loin des grandes annonces de réchauffement. Oui. Mais c'est pour ça, c'est pareil, on parlait tout à l'heure des arnaques du CO2. Là, vous nous parlez de l'arnaque de la montée des eaux. Et à côté de ça, comme on le disait tout à l'heure, les contraintes continuent, notamment vis-à-vis des pays occidentaux et européens, les premiers à s'auto-contraindre. Et là, on voit par exemple une nouvelle direction prise par cette COP, c'est après le CO2. Alors ça va vous intéresser, François Gervais, parce que vous êtes grand spécialiste du CO2, mais désormais, on a un nouvel ennemi, c'est le méthane. Méthane qui a été nommé comme le grand ennemi. Il est presque pire que le CO2 parce qu'apparemment, alors vous allez peut-être nous expliquer, il participe plus au réchauffement climatique. Enfin, c'est ce qui est dit par ces spécialistes qui étaient cités lors de la COP28. Et il se trouve que le méthane, chez nous, c'est notamment l'élevage bovin et des ruminants en général. Donc ça vient attaquer directement notre civilisation. Oui, alors, ce propos est tout à fait trompeur. Pardonnez-moi, je vais être un peu technique. Si on regarde ce qu'on appelle le spectre infrarouge de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère, eh bien, qu'est-ce qui va faire que l'un serait plus puissant que l'autre? C'est s'il y a une différence de charge électrique entre le carbone et l'hydrogène dans le méthane, entre le carbone et l'oxygène dans le CO2. Et justement, dans le méthane, cette différence de charge électrique, que le prix Nobel Linus Pauling avait appelé différence d'électronégativité, je vous avais prévenu, je vais être un petit peu technique, et cette différence est beaucoup plus faible dans le méthane que dans le CO2 ou dans la vapeur d'eau. Donc en fait, l'effet du méthane à concentration égale au CO2 ou à la vapeur d'eau, les deux principaux, cette différence est ridiculement faible. Je ne sais pas pourquoi on vilipende ainsi le méthane, car d'un point de vue strictement physique, c'est faux. C'est faux. Et d'ailleurs, ça a provoqué la révolte d'un certain nombre d'agriculteurs, de ruraux aux Pays-Bas, au point que le parti qui les soutient est devenu le premier sur l'échiquier politique aux Pays-Bas. Oui, parce qu'il était question, je rappelle l'actualité, il était question de supprimer tout simplement ces élevages pour des raisons dites écologiques, puisqu'ils étaient émetteurs de CO2, comme tous les élevages. Et donc ça a provoqué des révoltes. Sur un principe faux. Trompeur, du moins. Oui, mais c'est incroyable, parce qu'on est en train là, on revient vraiment à l'autodestruction de ce qui fait notamment la France, c'est-à-dire l'agriculture, etc., pour des raisons qui sont en plus biaisées. Bertrand Alliot, à ce sujet. Oui, je suis d'accord. Je ne suis pas physicien, contrairement à François Gervais, donc je ne parlerai pas... Non, on ne va pas vous demander de la technicité du méthane. mais en tout cas, ce qui est incroyable en ce moment, effectivement, c'est l'attaque, en fait...
de notre économie et notamment aujourd'hui de notre agriculture. On a Oui. détruit en partie l'industrie européenne. Aujourd'hui, on est en train de faire un peu la même chose au niveau de l'agriculture. Et moi, je dirais même plus loin, c'est qu'on là, on va toucher aux êtres vivants et on ne sait pas où on va s'arrêter. C'est-à-dire que vous avez vu, donc, on veut s'attaquer aux troupeaux, aux vaches, on veut leur mettre des masques même. Oui. Et puis, vous avez vu la chronique récente de Jean-Marc Jancovici sur les animaux domestiques, Oui. disant que les animaux domestiques faisaient du carbone. Ben, évidemment, hein, puisque le carbone est à la base de la vie. Oui. Et donc, ma petite sœur, mon petit frère, mes grands-parents aussi vont avoir un impact sur le climat dans ce sens-là. Oui. Et jusqu'où on va s'arrêter? C'est-à-dire que je crois que maintenant, on ne devrait plus parler de ces sujets-là et on ne devrait pas toucher aux êtres vivants. Je crois que là, on est en train d'aller un peu trop loin et que d'un point de vue éthique, on ne peut pas se permettre d'aller sur ces terrains-là. Je crois que les propos de Jean-Marc Jancovici sont très, très graves. On interdit aujourd'hui beaucoup de gens de s'exprimer pour un oui ou pour un non et il a la libre antenne un peu partout. Il est considéré comme un héros. Je pense aujourd'hui qu'il est un gourou, malheureusement, et qu'il est en train de faire beaucoup de mal. Oui, effectivement, il a un plan pour diminuer les émissions de carbone, et peut-être son plan sera très efficace. Mais sur l'étude du diagnostic, il n'est pas physicien, il n'est pas climatologue. Donc, je pense qu'il faut un peu se calmer là, parce que ça va un peu trop loin. Mais en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il a un plan pour diminuer le carbone et tous ces gens ont des plans pour diminuer le carbone, mais c'est un plan sans les hommes, en fait. On sort de la réalité de l'humanité, de notre économie, de notre agriculture. Bah, disons que moi, encore une fois, je défends l'écologie dans comment dire, dans sa logique. C'est-à-dire à partir du moment où elle définit un problème extrêmement grave, où les hommes sont responsables de ce problème, eh bien, il va falloir agir pour l'éviter. Puisque le problème, si vous voulez, c'est qu'encore une fois, et je ne fais que répéter ça depuis maintenant plusieurs années, on ne discute jamais le diagnostic de crise en fait qu'ils sont en train de dresser en fait. Et si vous remettez en cause le diagnostic, vous pouvez remettre en cause les politiques issues de ce diagnostic, encore une fois. Bien sûr. Et c'est ça qu'il faut absolument faire. Je crois qu'on n'est pas, même s'il y a un réchauffement climatique, moi je ne crois pas à l'apocalypse climatique. Vous savez, on a été une des années les plus chaudes depuis qu'on fait des mesures. Hein. Eh bien, vous avez eu des excellentes récoltes, par exemple, hein, reconnues par la FAO. Regardez les récoltes céréalières, par exemple. Et il y a plein de choses qui sont dites dans les médias de grand chemin qui ne sont pas vraies sur les effets, en fait. Tous les effets sont des spéculations pour l'instant. Des spéculations. Mais surtout que, alors ça c'est très intéressant et François Gervais, vous allez pouvoir nous expliquer. En fait, en effet, de parler de fin du monde parce qu'on aurait une augmentation du CO2, François Gervais, vous allez nous expliquer, au contraire, ça peut être très bon pour les plantes. Donc, comme vient de le dire Bertrand Alliot, on aura une augmentation peut-être, en tout cas un temps, de nos productions céréalières et autres. Je rebondis sur ce que dit fort justement Bertrand Alliot. C'est que la population de notre planète a augmenté a doublé ces moins de 50 dernières années. Bon, il faut bien nourrir tout le monde. Or, un tiers, ça on ne le souligne jamais assez, et ça n'est jamais évoqué dans les COP, et c'est très dommage, un tiers de nos émissions de CO2, un tiers, profite justement à la végétation en général, et aux plantes nutritives en particulier. Des études ont été faites pour 45 plantes qui assurent 95% de la nourriture mondiale en céréales, fruits et légumes. Eh bien, on a vu un effet bénéfique. Là, je suis complètement d'accord avec ce que dit Bertrand Alliot. On a vu un effet bénéfique dans les mesures plante par plante. Donc, un tiers de nos émissions de CO2 profite par photosynthèse à la végétation, aux récoltes et aux plantes nutritives en particulier. Oui. Alors, à quel moment le CO2 devient une mauvaise nouvelle? Parce que d'après ce qu'on entend chez vous, finalement, ça nous permet d'augmenter nos productions. Et comme justement, on a besoin d'en a plus de bouches à nourrir, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, si je reprends là encore, je reste politiquement correct, je reprends les chiffres du dernier rapport du GIEC. L'augmentation de 2 millionièmes
par an en moyenne du CO2 dans l'atmosphère réchauffe la Terre de 7 millièmes de degrés chaque année. 7 millièmes de degrés. L'effet du CO2 selon le GIEC. C'est quand même pas la catastrophe absolue. Alors, par exemple, cet été, je reviens là-dessus, pour qu'on fasse un dernier bilan finalement de l'état de la France et du climat ici en Occident. Et puis après, on va, avec vous, Bertrand Alliot, voir ce qu'on pourrait réellement faire plutôt que faire des COP28. Mais par exemple, cet été, on nous a, pardon, j'utilise un mot vulgaire, bassiné avec toutes ces questions de réchauffement climatique. Il faisait très très chaud, etc., etc. Bon, il a fait très chaud pendant 2 semaines. Aujourd'hui, on a des inondations. Est-ce que tout ça, c'est lié finalement à l'augmentation du CO2 ou pas du tout, ou quoi? Expliquez-nous. C'est lié à la direction des vents. En France, c'est pas compliqué. Si le vent vient du nord, il fait plus froid. S'il vient du sud, il fait plus chaud. S'il vient de l'ouest, il pleut. Bon, c'est aussi simple que ça. Cela dit, se greffe là-dessus, justement depuis le mois de juillet, un phénomène El Niño dans le Pacifique, qui est un phénomène naturel et qui effectivement impacte la météo mondiale. Il ne faut pas être surpris qu'on ait un phénomène El Niño qui ait une température un peu plus élevée que ce qu'on observe d'ordinaire. C'est ce qu'on a déjà observé récemment en 1998 et en 2016. Bon, mais c'est un phénomène naturel. C'est un changement de régime des vents momentané dans le Pacifique. D'accord. Donc pour vous, c'est momentané. On n'est pas en train de vivre un changement profond du climat en France. Tout à fait. D'accord. Et là-dessus, Bertrand Alliot, vous êtes d'accord ou pas sur ce bilan, on va dire? Bon, écoutez, je connais pas bien les raisons. Alors, au niveau mondial, les augmentations, on entend des climatologues, j'allais dire, tout à fait de grand chemin, je dirais, qui disent, qui ont beaucoup cité le volcan Ougatonga, je crois, qui était au début de l'année 2023 et qui a relâché des quantités d'eau phénoménales dans l'atmosphère et qui aurait joué un rôle dans les températures de cette année 2023. Donc ça, c'est cité de façon assez systématique par un peu tout le monde. Donc je pense qu'effectivement, ça doit avoir un rôle. Après, bon, les régimes, si vous voulez, il faut comprendre que effectivement, le climat change tout le temps, la météo, pour des périodes, il y a des cycles. Par exemple, vous avez le Sahel, par exemple. Vous avez eu des articles récents sur le Sahel parce que le Sahel a reverdi. Et notamment, pourquoi? Parce que le régime des pluies est revenu. Et vous voyez, c'est parce que en fait, entre les années 70 et 90, il y avait des terribles sécheresses. Et puis la pluie est venue. Donc en fait, tout ce qu'on connaît actuellement, on a toujours l'impression que ça va durer, etc., éternellement, qu'on va s'enfoncer de pire en pire. Mais en fait, personne n'en sait rien, en fait. Oui. C'est très difficile de savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Et quand vous regardez les comptes rendus d'archéologues, et ça c'est toujours fascinant parce qu'aujourd'hui, la paléoclimatologie a énormément progressé. Vous vous rendez compte en fait que le climat a toujours eu un impact très très fort sur les populations Bien sûr. à l'échelle locale. Et donc, quand vous faites des fouilles archéologiques, ben, vous vous rendez compte et vous faites un parallèle entre des événements climatiques voilà, et le développement des hommes, en fait. Et donc, la nature change tout le temps. Elle n'a jamais été la même. C'est comme sur la biodiversité, autre sujet sur lequel on fait un énorme alarmisme. La biodiversité aussi n'a jamais été la même. Ça change sans arrêt. La physionomie de la nature change. Et donc, il faut un peu raison garder. Et ce qui y aura dans l'avenir, nous n'en savons rien. Vous avez vu l'histoire de la sécheresse, hein, ce que le changement climatique a fait. Et, le changement Sahel, climatique est en train de défaire. En Europe, vous voyez bien qu'il pleut énormément, Eh oui. etc. Donc il faut toujours, et c'est ce que j'invite d'ailleurs en été, calmez-vous, vous ne savez pas ce qui va se passer. Mais là, il y a quand même une grande part de responsabilité des médias, notamment. Évidemment, il y a les Jean-Marc Jancovici qui sont invités, mais il y a les médias qui relayent et qui sont dans l'instant T, qui voient qu'il fait chaud une semaine en été et qui donc on va en faire les titres pendant une semaine non-stop. Et c'est vrai qu'il y a quand même un vrai questionnement aussi sur le rôle que jouent les médias sur ce sujet.
Oui, absolument, je suis d'accord, mais bon, pas que les médias, il y a aussi les ONG, vous savez. Oui. Les ONG aujourd'hui sont un gros problème, c'est un des combats d'action écologie, de dénoncer en fait les excès des ONG, qui pour le coup, là, il a des intérêts d'argent de plus en plus grands, puisqu'il y a de plus en plus de législation sur la nature, donc de moins en moins de choses à faire, et donc les ONG sont dans une radicalisation à cause de ça, parce qu'elles ont beaucoup de salariés à payer, vous savez. Et Et donc on par les exemple, écoute trop. comment peuvent-elles, sur le dos, entre guillemets, du climat, de l'écologie, etc., gagner de l'argent? Oh bah, Donnez-nous vous un savez, exemple concret. c'est des appels à dons, elles répondent à des appels à projets, par exemple, financés par l'Union européenne, par exemple. Hmm, Beaucoup de choses comme ça. Et puis beaucoup d'appels à dons, évidemment, avec l'alarmisme qui va avec, hmm, pour sauver le monde, quoi. hmm. Donc, voilà, c'est... Alors, avant de vous demander, Bertrand Ayot, ce que vous proposez réellement comme programme pour avancer tout de même dans la prise en compte d'une écologie, on va dire, humaine et intelligente. François Gervais, seulement sur le rôle des médias également. J'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire également sur ce rôle joué, notamment cet été. On nous a parlé de réchauffement climatique. Aujourd'hui, oui, on est sous les inondations. Comment vous interprétez tout cela? Heureusement que vous êtes là pour justement et nous inviter, je vous en remercie, pour qu'on puisse quand même dire les choses, parce que ça va très loin. Sur les médias officiels, payés par nos impôts, entre parenthèses, Hmm, il y a une interdiction que nous exprimions. oui. Ça va jusque-là. C'est ce qu'on appelle de la censure. Hmm. Ouais, Voilà. bah, pur et dur. Donc là, c'est... Donc vous sortez un livre, par exemple, vous n'êtes jamais reçu sur, entre guillemets, des grands médias. Je l'ai été il y a 10 ans, mais j'ai déjà débattu avec Jean Jouzel, par exemple, 3 Hmm, fois sur des médias publics, mais c'était il y a plusieurs années. oui, Ça ne risque pas de se reproduire à nouveau maintenant. oui. Alors, Bertrand Ayot, je me retourne vers vous concernant, finalement, on a vu vraiment les COP qui brassent du vent, mais que propose Action Écologie pour agir concrètement, en tout cas au niveau français? Alors, il faut reconnaître d'abord qu'on est surtout sur la dénonciation et sur la réinformation du public sur les questions d'écologie, et que pour l'instant, si vous voulez, on n'a pas de corpus de propositions Hmm, très, très importantes. Ceci dit, nous, ce qu'on dit, c'est que sur tous les sujets, il faut revenir à des sujets environnementaux, que sont la lutte contre la pollution. L'eau, par exemple, effectivement, on en a parlé tout à l'heure. On sait éliminer certaines bactéries de l'eau, mais par exemple, tout ce qui est perturbateur endocrinien, on ne sait pas vraiment éliminer ça, hmm, et on n'a pas vraiment de grand plan là-dessus. Peut-être que les milliards utilisés pour le CO2 pourraient servir à ce genre de choses. hmm, De même que sur l'artificialisation des sols, bon, ça c'est quelque chose d'important. Vous voyez bien qu'il y a un étalement urbain, et hmm. qu'elle là aussi on peut agir sans être quand même trop coercitif, puisqu'il y a des objectifs comment dire, au niveau européen, mais qui posent de problèmes très importants. Et ensuite, vous avez aussi plein de choses plutôt faciles à réaliser, sur, par exemple, Et le plastique, je voulais vous la poser la question du pollution, plastique, oui. la pollution lumineuse. Ah oui, Hmm. alors le plastique, c'est un grand sujet, on en Non, parle mais souvent. vous allez Voilà. allez-y, finissez sur la pollution lumineuse, oui. Sur la pollution lumineuse, vous savez, ça crée tout un tas de problèmes, Oui, notamment pour les insectes. oui. Puis les enfants ne voient plus le ciel étoilé, Hmm, ni nous d'ailleurs. ouais. Et vous savez qu'on pourrait agir de façon assez facile là-dessus, parce que ça coûterait pas cher, et on pourrait avoir un environnement meilleur. Donc pourquoi, voilà, Mais ça veut on ne dire, fait pas ce ça genre voudrait d'action? dire couper complètement les lumières la nuit dans les villes, par N- exemple? Non, il ne faudrait pas les couper entièrement, parce que vous avez des problèmes de sécurité, Oui, c'est il y a ça. une Ouais, acceptation sociale, donc il y a ouais. tout un travail à faire. Mais il y a beaucoup de progrès à faire, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont allumées, pour faire simple, qui ne servent à rien. Hmm, Donc voilà, aussi, il y a un grand drame en ce moment, si vous voulez, c'est les rambardes en verre. Vous avez vu ça, c'est la grande mode architecturale. Vous avez des rambardes en verre. Mais qu'est-ce hmm. qui se passe sur les rambardes en verre? Les oiseaux ne les voient pas et Ah oui, ils oui. se tuent sur les rambardes en verre. Ah Et oui, tout le monde en met absolument partout. oui, Il oui. faut arrêter
ce genre de choses. Ouais. Et Même quand pourtant, elle se j'étais développe. écolière, je voyais les pigeons, les pauvres, qui défonçaient nos vitres. Voilà, Ça n'a pas c'est changé dramatique depuis. Ouais. le verre. Et donc, vous avez aussi les lingettes. Vous savez, les lingettes posent énormément de problèmes pour le recyclage de l'eau. Enfin, ça crée des bouchons dans les stations d'épuration. Il y a des choses simples à faire qui seraient d'interdiction ou de mettre sur les emballages qu'il ne faut pas Oui, les de jeter dans préciser les tout toilettes, simplement. Oui, oui, etc. voilà, c'est ça. Ouais. Et obliger les producteurs à le faire en négociant avec eux. Voilà, mais ça, on ne le fait pas parce qu'on est obsédé par le CO2. Oui, c'est C'est ça. En fait, il y a spectaculaire. plein d'actions concrètes et on passe à côté, qui sont, à mon avis, même prioritaires, et on passe à côté pour une lutte un peu abstraite, voire totalement abstraite. Et alors, juste Totalement abstrait. un point sur le plastique. Oui, sur le plastique, je le dis souvent, le problème, c'est que c'est pas forcément une mauvaise solution. Le plastique est un sous-produit pétrolier, j'allais dire, donc c'est un déchet qu'on utilise d'une certaine manière, donc on pourrait considérer ça comme une politique écologique, donc il faut toujours un peu se méfier, mais surtout, ça pose tout un tas de problèmes esthétiques, parce qu'il peut y en avoir partout, etc. Mais il faut toujours se méfier. Il faut absolument qu'on De travaille sur l'ennemi cette question. unique. Et voilà, parce qu'en fait, il faut toujours se réfléchir sur les politiques dans l'environnement. Si j'élimine quelque chose, par quoi je le remplace? C'est toujours la même question. Le Et carton? est-ce que Non. ça sera mieux? Il n'est pas évident si vous dites le carton, mais ça n'a pas les mêmes qualités. Et ça peut poser aussi d'énormes problèmes environnementaux. Comment on fait du carton? Avec du des bois arbres, notamment. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il faut se méfier parce que je pense que le plastique rend plus de services environnementaux qu'on ne croit. Et on a toujours, c'est ça. Alors là, toujours vous avez vraiment une parole atypique. Hein. Oui, mais moi, je me refuse de désigner un ennemi par principe. D'ailleurs, il faut absolument, mais Clémence, que nous travaillons sur cette question-là, je ne te tiens pas la vérité, je ne suis pas un spécialiste du plastique, mais je me méfie énormément voilà, de ce genre de choses, quoi. Donc, évidemment, ça peut poser problème, on peut travailler dessus, mais méfions-nous des mauvaises solutions, quoi. Mais Et en plus, oui. Non, pardon, je suis un l'arrivée peu du obsédée plastique sur le plastique. a sauvé en plus, parce qu'avant, si vous voulez, par exemple, pour faire des boules de billard, eh ben, on utilisait de l'ivoire, vous voyez. Pour faire des peignes, on utilisait les écailles de tortue. Et comment on a sauvé les tortues? Eh ben, en faisant des peignes avec du plastique. Et maintenant, les tortues mangent le plastique qui est dans l'océan. Oui, non, mais je dis pas qu'il n'y a pas de problème, vous voyez, mais je dis faites attention parce qu'on va le remplacer par quelque chose. Oui, c'est tout mais ce alors que je dis. si on remplaçait, par exemple, je sais pas, et après je vous laisse tranquille sur ce sujet, non, mais il y a un truc que je ne comprends pas, en fait, c'est le verre. C'est-à-dire que le verre, on nous demande de le trier, on le trie, mais pour être cassé. Et on sait très bien qu'en fait, il faut énormément d'énergie pour refaire du verre. Pourquoi on ne met pas le verre comme on faisait avant, on ne rend pas la bouteille de verre, on ne consigne pas le verre, voilà, pour le dire simplement. Ma conviction, là, il faudrait que j'étudie la chose un peu plus précisément, et c'est que ça coûte très cher, en fait. En fait, la consigne, elle est intéressante dans des pays. On reste des pays d'abondance, si vous voulez. Et il y a la rationalité derrière, ça va être une rationalité économique très souvent, en fait. Est-ce que ça coûte plus cher ou pas de faire de la consigne ou plutôt que de les broyer et de recommencer à zéro. Et souvent, c'est une rationalité économique tout simplement derrière. Et puis d'organisation des flux, parce il faut organiser des flux. C'est très compliqué. Et le jeu en vaut-il la chandelle? Si ça a été éliminé, c'est qu'il y a une rationalité derrière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le refaire, mais je dis que ce n'est pas si simple. D'accord. François Gervais, alors vous avez entendu toutes ces propositions, finalement le plastique n'est pas notre grand ennemi, le verre. Pour vous, finalement, vers quoi faut-il se diriger aujourd'hui, la pollution de l'eau, vers quoi faut-il se diriger aujourd'hui en priorité pour mettre en place une écologie concrète, réaliste? C'est pas, je ne suis que physicien, Oui. Mais je rebondis quand même sur ce que disait Bertrand Alliot, en soulignant une chose. Si l'espérance de vie a augmenté considérablement par rapport à ce qu'elle était au début du XXe siècle, c'est parce qu'on a développé l'hygiène. L'hygiène, c'est très important. Et le verre, le plastique, ça contribue à augmenter l'hygiène. Et c'est très important, l'hygiène. C'est ça qui a largement contribué à augmenter l'espérance de vie. Et alors, c'est quoi la conclusion par rapport à ça? Vous voulez dire qu'il n'y a rien à voir par rapport à la lutte pour l'écologie aujourd'hui? De toute façon,
je souscris tout à fait à ce que dit Bertrand Alliot. Si on supprime quelque chose, il faut bien réfléchir à par quoi on va le remplacer. Oui, Ça, c'est la sagesse. oui. Oui. Oui, C'est vrai que le Bertrand Alliot. plastique rend d'énormes services. On ne se rend pas compte à quel point cette matière est extraordinaire. Et les problèmes. Non, mais Vraiment c'est pas vous vrai. faire des amis, vous, aujourd'hui. Oui, je sais, mais c'est pas grave. Mais je voudrais dire aussi que je dis pas qu'il n'y a pas de Entre problème, mais François que Gervais qui dit qu'il adore le CO2 et vous qui adorez le plastique. non, j'adore pas le plastique, mais il faut Oui. se rendre compte. Et ce que je veux dire, c'est que on est en train. En fait, le problème, c'est qu'il y a assez peu d'études et elles commencent en fait sur l'impact sanitaire du plastique, parce que Mm. l'impact sanitaire est très positif, comme l'a dit François Gervais, parce que sur l'hygiène, c'est un élément très important dans les hôpitaux, etc., dans notre vie quotidienne. Mais il y a aussi, disons, quand il se dégrade, et l'impact sanitaire que ça peut avoir. Là, il y a des incertitudes et les études commencent à peine, si vous voulez. Et toutes ces questions-là, il va falloir effectivement se les poser, mais en faisant attention un peu aux conséquences. Mm. Donc, il faut effectivement poser la question. Mais vous avez raison, par contre, il faut vraiment qu'à Action écologique, on travaille sur ce sujet, qu'on fasse des études plus précises et qu'on invite aussi des gens qui sont spécialistes de ce domaine. Alors, finalement, pour conclure cette table ronde, vous êtes d'accord tous les deux sur un point, c'est qu'il ne faut pas monter un ennemi, que ce soit justement, pour plaisanter, j'ai dit le CO2 et le plastique, mais monter un ennemi, le monter en épingle et en faire voilà, comment dire, le diable en personne qu'il faudrait battre, et si on y arrive, eh bien il n'y aurait plus rien il y aurait plus de combat à mener finalement. Vous êtes d'accord sur le fait qu'aujourd'hui finalement on a des discours trop simplistes? François Gervais pour commencer. Oui, tout à fait. Et vous dites les ouais. choses tout à fait bien. Ouais. Mais Et effectivement, ouais. C'est l'histoire du bouc émissaire. Oui, c'est ça. Ouais. Il faut un bouc émissaire, c'est bien plus simple. Donc on en a trouvé, bouc émissaire, voilà. Mais le terme n'est pas neuf, hein, il a toujours existé, mais c'est ça. Ça permet à tous les décideurs de se dédouaner finalement sur un bouc émissaire, et puis voilà. Mais François Gervais, quand même, vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut modifier certains comportements, certaines utilisations, mais de manière plus, finalement, moins coercitive, pardon, j'ai y arrivé, Oui. et plus intelligente, plus réaliste. Non, mais certainement, votre réflexion, c'est du bon sens. C'est-à-dire, à partir du moment où on désigne, on diabolise, car c'est ça. Hein, CO2, puis maintenant le méthane. Telle ou telle chose, c'est forcément inexact, d'une part, et puis très exagéré parce que ça peut avoir des conséquences très négatives. Oui. Et pareil, Bertrand Alliot, pour conclure, un ennemi, c'est un peu votre bataille, vous le dites depuis le début. Finalement, arrêtez de montrer un ennemi, et essayer de réfléchir de manière plus réaliste et de voir les différences sur les différents tableaux, comment on peut jouer. Oui, absolument. S'il y a vraiment un drame aujourd'hui, c'est celui de l'obsession du carbone, l'obsession de la décarbonation, plus exactement, qui nous mène, je pense, à la ruine, qui nous fait dépenser beaucoup d'argent alors qu'on en a tellement besoin pour d'autres choses. J'ai vu qu'il y avait d'énormes problèmes, je ne sais plus si c'est sur votre antenne ou pas, mais de drogue, par exemple, en France. On aurait besoin de moyens très importants. Là, je sors de mon sujet environnemental, mais voyez... Oui, mais même pour préserver l'environnement, vous l'avez dit tout à l'heure, il y aurait plein de petites choses à faire, ou de grandes choses d'ailleurs, absolument. sur l'eau. Oui, sur l'eau, sur les déchets, sur les éoliennes. Il va falloir beaucoup d'argent pour les remiser au placard et puis empêcher qu'elles fassent du bruit, puisque une des nuisances quand même environnementales, c'est le bruit. Les éoliennes en sont responsables. Vous voyez, le bruit est un problème aussi. Tout à fait. C'est vrai, le bruit et, vous l'avez rappelé, la lumière, alors qu'on en parle si peu. Quoique, je crois que Jean-Luc Mélenchon en parle justement. Oui, c'est vrai. Donc peut-être que les choses vont finir aussi par changer, que finalement cet excès de zèle, on va dire, pour rien en plus, à chaque fois, ou alors pour s'autodétruire, ce qui n'est pas mieux, mais finalement va finir par nous faire ouvrir les yeux sur la réalité,
Et en tout cas, on est content de pouvoir vous entendre, vous, des paroles plus réalistes et sensées sur ces sujets. Merci beaucoup Bertrand Alliot, porte-parole donc d'Action Écologie. Je rappelle votre livre, Une histoire naturelle de l'homme, aux éditions L'Artilleur. Et merci à vous François Gervais. Je rappelle, vous l'avez précisé, vous étiez également en effet expert et vous avez relu les rapports AR5 et AR6 du GIEC 2022 et auteur de ce livre, Le déraisonnement, notamment, Le déraisonnement climatique aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup à vous deux, François Gervais, Bertrand Alliot. Voilà, des paroles sensées et réalistes. Merci à vous, chers auditeurs, justement, de nous aider à faire monter ces vidéos dans les algorithmes terribles de YouTube et des autres réseaux sociaux. On continue cette émission. Dans quelques instants, on va tenter de comprendre la révolte des taxis. Et puis, enfin, à la volée, on va aller voir ce qui se joue, ce qui se trame derrière le jeu d'Erdogan, le jeu trouble d'Erdogan entre Occident et Orient, entre BRICS et Islam. On en parlera avec Constantin Picramenos. Mais tout de suite, c'est la révolte des taxis.